Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Nous allons voir essentiellement deux parties, les données épidémiologiques et quelques chiffres, mais nous allons surtout essayer de les expliquer à travers les fondements biologiques, en voyant un peu les études génomiques, la carcinogénèse pulmonaire liée au tabac spécifiquement, et l'apport d'éventuels scores de risque polygéniques. Donc, ce que certainement vous savez, c'est que le cancer du poumon, c'est 2,5 millions de nouveaux cas par an, avec plus de 1,8 million de décès dans le monde déjà en 2022. C'est la principale cause de morbidité et de mortalité par cancer en 2022. Et en fait, 1/8 des cancers diagnostiqués et 1/5 des décès par cancer dans le monde relèvent du cancer du poumon. Évidemment, le principal facteur de risque, c'est le tabac. Cependant, plusieurs fumeurs ne font pas de cancer bronchopulmonaire et, à contrario, des personnes non tabagiques font quand même des cancers bronchopulmonaires. Ce qu'on sait aussi, à travers toutes les études épidémiologiques, c'est qu'il y a plusieurs variations, d'une part épidémiologiques cliniques, mais qui vont avoir des répercussions aussi de réponses thérapeutiques et évidemment pronostiques. D'où la question qui se pose, sommes-nous égaux face au risque du cancer du poumon? Évidemment, le tabac, ça reste le principal facteur de risque à l'échelle individuelle, à côté, bien sûr, d'autres facteurs qu'on peut citer rapidement, notamment le régime alimentaire, l'obésité, etc. Mais le tabac est de loin le principal facteur de risque. Il y a néanmoins l'âge. Évidemment, le vieillissement est connu pour favoriser le vieillissement cellulaire et donc la carcinogénèse cellulaire. Et vous voyez ici dans ces chiffres français qui rapportent des éléments épidémiologiques de 2023 que pour la tranche d'âge la plus concernée, c'est les patients de 70-80 ans, de loin, et ce aussi bien chez les hommes que chez les femmes, viennent tout de suite après les patients de 60 ans. Pour les personnes qui ont la cinquantaine, vous voyez que le risque a progressivement baissé de 2010 à 2020 avec la diminution du tabagisme chez l'homme, mais par contre chez la femme, on est toujours dans une courbe ascendante. Bon, elle est tout petit peu s'aplatie ces derniers temps. Selon le sexe, vous avez les données devant vous de l'étude globale Cancer Globocan 2022 et vous voyez qu'en termes d'incidence, le cancer du poumon est le premier cancer chez l'homme. Il est responsable également de la première cause de mortalité. Chez la femme, il vient en deuxième position après le cancer du sein, aussi bien en termes d'incidence que de mortalité. Et ceci, quelles que soient les régions considérées à travers le monde. Vous voyez que les chiffres chez la femme restent quand même plus faibles que les chiffres de cancer du poumon chez l'homme. Et ceci est expliqué très probablement par, bien sûr, une habitude tabagique beaucoup plus ancrée chez les sujets de sexe masculin. Néanmoins, chez la femme, ça occupe le deuxième rang en termes d'incidence et de mortalité, et ce sexe ratio homme-femme varie selon les régions, selon les habitudes tabagiques. Mais par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que chez les non-fumeurs, il y a une augmentation de l'incidence et de la mortalité par cancer du poumon chez la femme, et ceci par rapport aux hommes non-fumeurs. Donc on peut se poser la question, y a-t-il une susceptibilité liée au sexe ? On a une étude relativement récente qui est une méta-analyse de 29 études qui a analysé 99 cohortes avec 7 millions d'individus, ce qui n'est pas négligeable, avec un taux incident de cancer de l'ordre de 50 000. Et vous voyez que, à la fin, la conclusion, c'est que finalement, c'est une idée qui est préconçue, qui est une idée reçue. Et d'après les études, d'après ces chiffres-là qui sont devant nous, le tabagisme entraîne un risque similaire de cancer bronchopulmonaire chez les femmes, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Mais un petit bémol, c'est que les données ne sont pas tout à fait matures en ce qui concerne le tabagisme chez la femme. Donc, pour le moment, c'est à peu près égal, mais c'est une affaire à suivre.
Quand on regarde également cette diffusion d'épidémie du cancer du poumon et qu'on raisonne en termes cette fois-ci d'origine géographique, eh bien, vous voyez que dans les pays occidentaux, mais pas que, en Afrique, en Australie aussi, le cancer de la prostate vient en premier lieu. Alors qu'en Asie et en Afrique du Nord, deux régions aussi du monde un peu différentes, eh ben, c'est le cancer du poumon qui est le premier. Concernant la femme, eh ben, vous voyez une carte géographique pratiquement tout en rose, c'est le cancer du sein. Seul élément tranchant, c'est la Chine, où le cancer du poumon est le premier cancer chez la femme. Donc là, on se pose un peu des questions. Pourquoi ces variations géographiques? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est environnemental en rapport avec une exposition à une pollution atmosphérique et en particulier domestique, donc chez la femme d'origine chinoise? Ou bien est-ce qu'il y a des variations qui sont réellement reliées au sexe, telles que des habitudes en rapport avec des tâches domestiques préférentiellement féminines? Ou bien est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est génétique? Et là, on a un élément de réponse. Je vous ai montré ici les différents pourcentages donc, de mutations de l'EGFR qui sont nettement plus élevés chez la femme asiatique que dans d'autres régions du monde où on voit donc ce taux qui est variable de 7 à peu près à 14%, alors qu'il est très très élevé chez la femme asiatique, ce qui laisse supposer une cause génétique. Un autre élément à considérer, qui fait qu'on n'est probablement pas tous égaux devant le risque de cancer, c'est la race et l'ethnie. Et vous voyez que dans cette étude comparative, donc qui compare une population occidentale à une population asiatique, eh ben, le risque relatif de cancer du poumon pour les malades, pour les patients occidentaux, il est de 9,4 à 23,2, alors que pour les asiatiques, il est beaucoup plus faible. Il est, par exemple, chez les Chinois, de 2,4 à 6,5. Mais si on considère les patients qui ne sont pas fumeurs, voyez que le risque de faire un cancer du poumon, il est nettement plus élevé chez les patients asiatiques, supérieur à 10. Donc là, on peut véritablement parler de smoking paradox. Donc il y a un paradoxe par rapport au tabagisme. Là aussi, on s'est intéressé à considérer un peu le risque que peut représenter la race, tenant compte aussi du degré de tabagisme chez des patients américains, mais d'origine différente. Et là, vous voyez dans toutes ces courbes, aussi bien d'ailleurs que chez les hommes que chez les femmes, qu'il y a un risque beaucoup plus élevé pour les Africains américains, donc noirs, pour les Américains d'origine hawaïenne, alors que le risque il est beaucoup plus faible chez la population d'origine asiatique, et en particulier japonaise, et d'origine latine. Et ce, en particulier, de manière un peu plus peut-être évidente, pour la consommation tabagique faible à modérée. Là aussi, il y a une inégalité par rapport donc, au fait d'être américain blanc ou américain noir. Vous voyez que le taux, donc le risque de cancer du poumon est nettement plus élevé chez les patients américains donc de race noire. Les autres races, par exemple, pour les hommes d'origine hispanique, il y a un taux plus faible de cancer du poumon. Mais ce qui est aussi un élément à considérer, c'est que souvent, les cancers du poumon chez les Américains d'origine africaine, ils sont diagnostiqués à un stade 4 de manière beaucoup plus fréquente, 61% versus 57%, avec comme corollaire une survie à 5 ans qui est beaucoup plus basse, 16% versus 19%, alors que les stades localisés ne représentent que 52%. Ce qui peut dénoter aussi, ou peut-être expliqué par un accès qui est moins bon
pour tout ce qui est structure de soins pour les Américains d'origine africaine. Donc là aussi, c'est pour un tout petit peu confirmer encore une fois donc, cette différence raciale. Vous voyez que on a donc des scores de mortalité qui sont beaucoup plus importants chez les Américains d'origine noire, donc les Afro-Américains, mais également chez les Américains d'origine donc hawaïenne ou d'autres insulaires du Pacifique, contrairement donc aux populations américaines d'origine asiatique, et ceci avec un tabagisme peut-être un peu plus fréquent, un peu plus important, même si pour les Américains blancs, il y a un taux de tabagisme aussi important. Ça confirme encore une fois le problème d'accès aux soins ici. Alors, le niveau socio-économique aussi est un élément à prendre en compte. Dans cette étude, par exemple, il y a eu une analyse de cohorte, donc de 17 000 versus 20 000 et quelques contrôles, et il s'est avéré qu'un faible niveau donc socio-économique, qui est basé sur l'indice socio-économique international, montre qu'il y a un risque accru de cancer bronchopulmonaire chez l'homme à peu près de 84% et chez la femme de 54%. Et ceci donc se répercute aussi sur la mortalité par cancer du poumon, en particulier chez les hommes. Vous voyez que les hommes qui ont donc un niveau socio-économique qui est faible ont une mortalité par cancer du poumon beaucoup plus élevée. Voyons maintenant le risque associé à l'exposition environnementale. Dans cette étude donc, qui a concerné pour 53% des femmes, donc c'est une étude qui est de 455 000 cas, donc on a essayé d'étudier les relations que pouvait avoir le risque génétique et la pollution atmosphérique. Et donc ils ont étudié plusieurs donc, éléments, notamment donc, la pollution particulière. Et donc il y avait un niveau de risque plus élevé de cancer du poumon, avec essentiellement pour les expositions particulières à 2,5 à 10 et pour le NO2. Et donc cette association entre le taux donc, de particules particulières et l'incidence des cancers bronchopulmonaires, notamment en a petites cellules, EGFR muté, était comparée chez 3 populations donc d'origine anglaise, d'origine coréenne et taïwanaise. Et ça a été démontré que l'exposition à long terme à la pollution atmosphérique peut augmenter le risque de cancer bronchopulmonaire, en particulier chez les personnes qui ont un risque génétique élevé. Donc on n'est pas tous égaux, même si on est exposé à la même pollution environnementale. Là aussi, le rôle du tabac a été étudié en comparaison donc avec des populations qui sont exposées à des pollutions, on va dire, organiques différentes. Et on a essayé donc de voir si une exposition à l'amiante seul, silice cristalline, nickel, chrome, etc., était à risque chez certaines populations, notamment si elles étaient associées par paire, c'est-à-dire qu'il y avait une exposition double, amiante-silice par exemple, ou amiante-nickel. Et on a finalement donc conclu au résultat suivant que chez les hommes, il n'y avait pas de risque d'effet interactif significativement donc constaté de manière additive ou multiplicative, mais par contre, il y avait des éléments donc, qui montraient qu'il y avait un risque majoré quand il y a une exposition double à l'amiante et au chrome, ou l'amiante et le nickel, mais chez la population fumeuse. Donc le fait d'être fumeuse, et si on est exposé, eh ben, majore le risque de développer un cancer bronchopulmonaire. Pour les femmes, les données n'étaient pas très, très significatives, mais il y avait des associations entre différents éléments d'exposition, comme la silice ou l'amiante par exemple, mais chez les femmes tabagiques. Donc le fait d'être tabagique majore
donc le risque de développer un cancer du poumon chez la femme qui est exposée à cette pollution environnementale. Les risques selon les comorbidités, je ne vais pas trop m'étaler puisque Dr. Whitby en a déjà parlé. Alors, il y a essentiellement 3 études, 2 études de cohorte ici qui montrent qu'il y a un risque de cancer de développer un cancer bronchopulmonaire de 3% dans cette première cohorte. Le risque, il est plus faible en cas d'association à l'asthme, donc en cas d'ACO. Le risque, par contre, il est plus élevé chez les personnes âgées et qu'il y a une diminution du risque de cancer bronchopulmonaire en cas d'utilisation de corticostéroïdes inhalés. Ces éléments sont pratiquement comparables dans cette deuxième étude de cohorte qui montre que le risque de développer un cancer bronchopulmonaire est majoré pour les patients qui présentent un emphysème et une obésité et que le fait de prendre des corticostéroïdes inhalés était corrélé à un taux plus faible, et ceci de manière significative. Et enfin, donc, cette méta-analyse, 31 études, 829 000 patients, et vous voyez donc le risque de prévalence de cancer bronchopulmonaire chez les malades BPCO, il est de 5,08%, un peu plus élevé chez l'homme, de 0,09%. Chez les fumeurs actifs, évidemment, 8,98%, et ce taux d'incidence, il est plus important pour les malades BPCO sévères, 6,67%. Pour les malades donc, qui présentent une fibrose pulmonaire idiopathique, cette prévalence aussi est importante. Elle est de l'ordre de 11,6 en Europe et 15,3 donc en Asie, un peu plus élevé. Le taux d'incidence aussi en Asie, il est un peu plus élevé, de 2,39 à 1,49 en Europe. Et même si on ajuste donc à l'âge, au sexe et au statut tabagique, eh ben, la fibrose pulmonaire idiopathique représente indéniablement un facteur de risque. Certainement, dans ce tableau comparatif donc, qui relève donc, la fibrose pulmonaire idiopathique et la BPCO, par exemple, les autres maladies donc, infiltrantes diffuses, vous voyez que le risque de développer un cancer est beaucoup plus important au cours des mois de suivi pour les patients qui présentent donc, une fibrose pulmonaire idiopathique. Et clairement, la fibrose pulmonaire idiopathique est plus à risque de développer un cancer que, par exemple, pour les malades qui ont une BPCO seule, c'est la courbe en vert. D'où la nécessité probablement de réviser un tout petit peu nos manières de suivi de ces malades-là. Donc, comment aller de ces données épidémiologiques très, très, très riches, je n'ai fait que les effleurer comme ça, pour comprendre un peu les spécificités sur le plan biologique. Eh ben, c'est à partir aussi de cette étude, c'est un complément de l'étude que j'ai présentée tout à l'heure, et là, on voit que la façon donc, de métaboliser donc, la nicotine et la cotinine en particulier est très, très différente selon la race, par exemple. Et dans cette étude-là, vous voyez que si on considère par exemple la somme totale donc, de produits nicotiniques, la nicotine, la cotinine, etc., donc, si on considère ce biomarqueur de la carcinogénèse pulmonaire qui est spécifique du tabac, vous voyez qu'il est beaucoup plus élevé chez les Africains américains, il est de 1,80. Donc comparé par exemple à la population japonaise, tout à fait donc, derrière, qui est inférieure à 1, à 0,914. Et donc cette enzyme, donc, le cytochrome 2A6, qui est responsable donc, du métabolisme de la nicotine, donc, son taux est corrélé à l'intensité du tabagisme, à l'exposition aux carcinogènes et au risque de cancer. Et donc, ce qu'on a remarqué dans cette étude, c'est que l'exposition faible des Américains japonais est probablement due à une activité plus basse du cytochrome 2A6
qui fait qu'il y a une persistance de la nicotine qui n'est pas métabolisée donc, dans l'organisme. Donc, ils ressentent moins le besoin de fumer et de ce fait, donc, ils sont en termes de tabagisme, ils ont un tabagisme moins important et ça a comme corollaire le fait donc d'avoir à développer des cancers bronchopulmonaires de manière plus faible. Alors, comment les choses peuvent être expliquées? Je vais essayer d'aller très vite, je sais qu'on est en retard. C'est que la carcinogénèse pulmonaire dépend évidemment donc, de facteurs environnementaux et en premier ici donc, le tabac, mais il y a aussi des événements génétiques et des événements épigénétiques. Alors, n'empêche qu'on n'est pas tous égaux et les études génomiques, donc notamment donc, la grande étude pangénomique qui a été faite déjà depuis 2015 et puis qui a été réactualisée, a pu mettre en évidence un locus de susceptibilité au cancer bronchopulmonaire sur le chromosome 15, c'est donc le loci 15q2425, et ce polymorphisme est corrélé à un risque accru de cancer bronchopulmonaire, à une dépendance à la nicotine et à un nombre plus ou moins élevé de cigarettes fumées par jour. Donc, ce loci, 15q2425, il va contenir les gènes CHR-NA3, NA5 et NA4 qui codent elles-mêmes pour des sous-unités alpha-3, alpha-5, bêta-4 qui sont des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Et donc, cette sous-unité alpha-5, c'est le principal récepteur qui est impliqué dans la dépendance au tabac. Et le CHR-NA5 est fortement associé à un risque accru de cancer bronchopulmonaire. Donc il y a plein d'études d'associations qui sont toujours en cours, dont une par exemple toute récente qui a permis de découvrir encore de nouveaux loci qui sont des loci de susceptibilité au cancer bronchopulmonaire. En fait, la susceptibilité de développer un cancer, elle commence très tôt dans la vie, dès pratiquement la gestation. Et donc, tout le long de cette évolution, on peut voir survenir différentes mutations. Alors, il peut y avoir donc des mutations intrinsèques, c'est les en couleur jaune, qui sont dues donc à des phénomènes génomiques. Il peut y avoir par la suite, dès l'enfance, des mutations qui sont dépendantes donc, de l'environnement et du style de vie. Et puis par la suite, au moment de développement donc, des différents processus tumoraux, il va y avoir de nouvelles mutations. Je vais essayer de parler encore plus vite, sinon je vais sauter les diapos. Alors, ils me font signe d'aller encore plus vite. Je suis obligée de rattraper tout le retard des deux présentations précédentes. D'accord, donc j'ai l'aval de la salle, je vais prendre mon temps, si vous permettez, messieurs, madame, les modérateurs. Donc, alors, ces mutations, ça peut être des mutations passagères, mais ça peut être aussi, en étoile, c'est des mutations driver, donc qui vont réellement définir l'acquisition par la cellule d'un phénotype cancéreux. Alors, dans l'enfance, bien sûr, l'exposition au tabac a été liée à l'apparition de plusieurs maladies, notamment donc, des cancers comme les tumeurs cérébrales, les leucémies, les hépatoblastomes, etc. Mais le fait donc de dépendre directement de l'exposition tabagique n'a pas été démontré par des études cliniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi le tabac, comme on vient de le dire, va potentialiser donc des modifications ou des remaniements au niveau du poumon qui vont favoriser d'autres maladies qui elles-mêmes vont favoriser donc le cancer bronchopulmonaire, comme la fibrose ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces altérations qui commencent très tôt dans l'enfance, lorsque donc l'enfant a été exposé, ils peuvent persister à l'adolescence avec justement une méthylation de l'ADN qui est altérée en cas
de poursuite de l'exposition à un tabagisme passif dans l'enfance et l'adolescence. Donc finalement, ce qu'on constate, c'est que le tabagisme va augmenter la charge mutationnelle, l'hétérogénéité de cellule à cellule et des substitutions activatrices. Donc il peut y avoir au niveau des cellules de l'épithélium bronchique, soit des substitutions uniques, soit des substitutions doubles, soit des substitutions délétions. Et le fait d'arrêter de fumer va favoriser la reconstitution d'un épithélium bronchique normal à partir des cellules qui ont échappé à la mutagénèse. Seulement, si on va continuer encore à fumer, eh ben, cette transformation de l'épithélium bronchique va continuer jusqu'à arriver donc aux lésions prénéoplasiques et au carcinome invasif. Donc, c'est une carcinogénèse qui se fait par étapes, avec donc une acquisition à chaque fois d'un phénotype encore plus agressif. Mais d'un autre côté, on peut avoir aussi une seule mutation qui est à l'origine donc de la transformation de la cellule, de son acquisition d'un phénotype cancéreux et du développement de cancer. Cette mutation est appelée mutation driver. Alors cette altération d'un oncogène, ça peut être un oncogène qui a un facteur de croissance, un récepteur des TKI, ou bien des protéines de signalisation comme le BRAF, le KRAS, ou bien des facteurs de transcription comme la régulation du cycle cellulaire, par exemple. Dans ce cas, donc, cette seule mutation peut être à l'origine d'un développement de cancer avec invasion, métastase, etc. Et même par la suite, elle va déterminer la réponse ou la résistance au traitement. Mais dans certains cas, elle peut n'avoir aucune conséquence. Alors, je ne vais pas du tout m'étaler parce que je n'ai pas le temps pour le dire. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la nicotine, elle va entraîner à partir de sa liaison au niveau du récepteur cholinergique de la nicotine, elle va entraîner donc plusieurs activations, notamment des récepteurs bêta-adrénergiques et de l'EGFR, et qu'il va y avoir donc différentes modifications à l'échelle génétique, notamment donc l'apparition d'aduits de l'ADN, donc ces aduits de l'ADN qui vont s'insérer dans l'ADN. On peut avoir par la suite soit une réparation et donc de nouveau un ADN normal, mais s'il n'y a pas de réparation, on va avoir une persistance des mutations que je viens de citer. À côté de ces mécanismes génétiques, il y a des mécanismes épigénétiques qui sont héréditaires mais réversibles, et qui vont affecter les différentes caractéristiques de la cellule cancéreuse allant de la prolifération jusqu'à l'apoptose. Donc, juste pour vous dire ici qu'au niveau donc, de la région cytosine guanine phosphorylée, il y a donc l'intervention de la DNMT1 qui va déterminer le taux de méthylation et le ZH2 qui va, elle, déterminer aussi la mutation et la prolifération cellulaire. Donc, c'est pour introduire justement cette notion de méthylation des gènes. Donc, cette méthylation des gènes dans cette étude, donc, voyez que le dosage sanguin de méthylation de l'ADN a permis donc de trouver des associations confirmées avec le tabagisme d'un gène qui était déjà identifié, mais qu'il y a d'autres gènes qui ont été identifiés et que le tabagisme actif est corrélé à une modification de la méthylation chez le fumeur par rapport au non-fumeur au niveau de Hans-Locke. Donc la méthylation est quelque chose de très déterminant et dans cette étude de quand même de 4300 cas donc avec des témoins, vous voyez que le polymorphisme de délétion du gène entier, donc il y a un remaniement entier du cytochrome 2A6, va diminuer le risque de cancer. Est-ce qu'il y a une signature moléculaire dans cette étude de traceur X qui a analysé 421 cancers non à petites cellules?
vous voyez que l'adénocarcinome et le carcinome épidermoïde donnent donc des signatures qui sont totalement différentes. Donc la signature de base liée au tabac, c'est la SBS4 ou SBS92, mais que 8% des petits fumeurs n'ont pas de signature mutationnelle associée au tabac, et que même pour les sujets qui fument depuis plus de 15 ans, il n'y a pas donc pour 6,4%, il n'y a pas d'altération moléculaire. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité, grâce aux données qu'on connaît sur l'importance du tabagisme, par exemple, sur l'âge, sur la race, etc., et des données biologiques dont on dispose, et notamment donc l'identification de certains loci, de pouvoir donc créer ou calculer des scores de risque polygéniques? Eh bien, dans cette étude qui a concerné 27 000 cas avec des cas contrôle, on a identifié 19 loci de susceptibilité significativement associés au risque de cancer. Et donc, ceci nous a permis donc de les stratifier en fonction déjà du risque, de la quantité de tabac fumé, et ça a permis peut-être de proposer un dépistage des populations à risque élevé de cancer, notamment pour les gros fumeurs. Mais d'un autre côté, dans cette étude, par exemple, il n'y avait pas de corrélation, du moins des corrélations modestes au niveau individuel du calcul de ce score de risque polygénique. Donc, d'où la question, est-ce qu'il y a réellement une utilité et une application pratique? Donc, c'est juste à la fin pour vous dire qu'il y a plusieurs données aujourd'hui qui sont disponibles pour des groupes de population à risque de développer un cancer lié au tabac. Mais il reste plusieurs éléments à éclaircir. La contribution à l'identification des personnes, notamment par les scores de risque polygéniques, pour un programme de dépistage peut-être plus efficace, est encore à l'étude. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, le rôle de la lutte anti-tabac qui reste essentiel. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Fenich. Juste avant de passer à la discussion, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut rendre les clés des chambres parce qu'elles commencent à se désactiver. Juste, non, avant de passer à la discussion, je vous informe qu'il faudra rendre les clés des chambres tout de suite après, parce qu'elles commencent à se désactiver. Voilà. Si vous avez des questions, oui, c'est Béji. Merci, Touraya, pour cette belle conférence. Dommage qu'on t'a bousculé, en fait, parce que on t'a bousculé. Oui. Je voudrais te poser la question, pour ceux qui... tu as parlé d'ethnie. Variations sur les ethnies. J'ai vu les Américains japonais, les Américains blacks, les Américains hispaniques. Est-ce qu'il y a eu une comparaison entre, par exemple, entre les Japonais du Japon, qui sont restés au Japon, et ceux qui ont immigré après 3-4 générations aux États-Unis? Est-ce qu'il y a eu des changements liés à l'environnement général en dehors de leur race, leur ethnie, pardon? C'est vrai qu'il y a eu quelques études, mais réellement, il y a une abondance de bibliographie dans ce domaine, alors que en lisant tous les papiers, il n'y a rien de, on va dire, robuste qui sort sur le plan épidémiologique. Donc il y a tellement de variables. Par exemple, justement, pour les Japonais, il y a effectivement un risque qui est dû à la mutation de l'EGFR, ce qui fait le fait de migrer ou de ne pas migrer. La mutation génétique est toujours là, donc il n'y a pas vraiment de réelle différence. Donc peut-être pour tout ce qui est, par exemple, pour les Africains, il y a les Africains, mais on manque de données pour l'Afrique pour pouvoir comparer les Africains qui sont restés en Afrique et les autres. On sait que le taux d'obésité, par exemple, chez les Africains américains est très, très important. Donc, au final, on a d'une part un manque de données sur les Africains qui sont encore donc autochtones chez eux, et d'autre part, on a
des difficultés à analyser des données sur la population afro-américaine. Est-ce que c'est plus le fait d'avoir une obésité, le fait de fumer plus, le fait d'avoir un moins d'accès donc aux structures de santé, donc aux soins, donc il y a des diagnostics qui sont souvent tardifs. Donc il y a un amalgame de données qui est très très difficile à décortiquer sur le plan épidémiologique pour en tirer des relations causales assez évidentes. Mais il y a des pistes comme ça. Moi, en préparant ce topo, ce qui m'a paru intéressant, c'est l'abondance des recherches sur tout ce qui est génétique et génomique, donc pour identifier des gènes comme facteurs de risque de cancer du poumon. Deux petites questions encore, Une toute petite question, mais toute courte. C'est par là, Soraya. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Question courte. Alors, le type de tabac, c'est-à-dire déjà comme le séchage, les additifs qu'on ajoute. Il y a la question de nos patients. Est-ce qu'il y a un problème si je fume tel type de cigarette et celui qu'on ramène du marché noir, etc. Est-ce qu'il y a eu des études? Là, c'est sûr que tu as fait une belle bibliographie qui pourrait rassurer nos patients. Fumez ce que vous voulez, le risque est le même. Vous avez des gènes qui vous protègent en fait, ou au contraire? À part donc d'abord l'intensité du tabagisme en paquet année, le fait aussi d'être exposé peut-être quelques articles sur le vapotage, mais il n'y a pas eu de détails sur le type de tabac et notamment sur la manufacture traditionnelle du tabac. Ça, je n'ai pas vu, il y a certainement, mais je ne pouvais pas de toute façon tout traiter. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas comment est stocké et acheminé le tabac de contrebande. Donc souvent, il est stocké pendant des mois. Donc ils utilisent souvent des insecticides, des pesticides pour pouvoir éloigner tous les... voilà. Et donc ça va majorer encore plus. Non seulement on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en plus... il y a ces produits utilisés, donc il faut faire peut-être attention. Donc plutôt, mais là, je n'ai aucun élément pour en parler. Donc plutôt, ne fumez pas, quel que soit ce que vous fumez, le risque est le même. C'est pas fumer ce que vous voulez, le risque est le même. Oui. Donc, dernière question, si toute dernière question. Est-ce que chez les anciens fumeurs, en fait, le risque, avant on disait qu'après un délai à peu près de 13 ans, le risque de développer un cancer, il devient beaucoup plus faible une fois on a arrêté depuis 13 ans. Est-ce qu'on a actuellement un chiffre, c'est-à-dire une fois une personne qui était fumeuse, elle arrête de fumer, est-ce que le risque finalement de développer un cancer, est-ce qu'il va diminuer d'une manière significative à partir d'un certain délai? J'ai pas vu d'études récentes sur ce concept, mais je pense qu'il est toujours valable. Il faut dire que je me suis surtout attachée à essayer donc d'élucider tous ces mécanismes génétiques. Mais je pense que ça reste pareil. Néanmoins, dans les études, comme vous l'avez vu, ils différencient toujours les fumeurs actifs et les ex-fumeurs. Donc, c'est quelque part intéressant de voir si, même après l'arrêt, ces anciens fumeurs continuent à présenter un risque par rapport au développement de cancer du poumon. Merci, professeur Féniche, pour cette belle présentation. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Malheureusement, on est limité par le temps, donc on lève la séance. On reprend à 14h30. S'il vous plaît, pas de retard pour ne pas cumuler par la suite des retards importants.